Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Vous aviez ouvert le banc des questions lors de la première audition de Sylvie Goulard devant le Parlement européen le 2 octobre. Vous aviez été très offensif pour contester son éventuelle nomination. On connaît le résultat maintenant depuis hier, 14h10, 14h15. Elle a été récusée. Elle a été sèchement écartée, 82 à 29 voix. Vous vous êtes payé la candidate d'Emmanuel Macron ? Non, pas du tout. Nous avons fait notre travail de manière sérieuse en posant les questions qui s'imposaient à Sylvie Goulard. Parce que Sylvie Goulard est une candidate contre laquelle nous n'avions aucune espèce d'animosité personnelle, mais dont la nomination posait de nombreux problèmes, ou en tous les cas de nombreuses questions. Et le Parlement européen a la responsabilité de garantir que les commissaires qui seront investis auront vraiment la confiance nécessaire pour travailler efficacement. Ouais. Et Sylvie Goulard est l'objet actuellement de 2 enquêtes qui l'ont poussée à démissionner en France. Elle est aussi l'objet d'un problème de conflit d'intérêts potentiel parce qu'elle a travaillé pendant des années, pendant plusieurs années pour une fondation financée par un Américain, un milliardaire très impliqué dans le monde de la finance. Et tout ça, au fond, crée des problèmes de collusion éventuelle pour quelqu'un qui a la charge potentiellement de s'occuper de l'avenir de l'industrie européenne. Alors, c'est vrai qu'on a un petit problème de son dans le studio, c'est un peu perturbant, mais on va poursuivre votre raisonnement. Je disais, est-ce que c'est pas surtout cette histoire de double salaire qui lui a coûté? Qu'est-ce qu'elle a payé dans le fond, Sylvie Goulard? Parce qu'elle n'a jamais réussi à justifier ce paiement par cet institut financé par un fonds vautour, dit-on, pendant qu'elle était en même temps eurodéputée, 13 000 euros bruts par mois pendant 3 ans. C'est ça qui ne passait pas d'une certaine façon auprès des eurodéputés? Mais vous savez, au fond, aujourd'hui, on le voit bien, les institutions suscitent une forme de défiance massive, la vie politique, et les institutions européennes peut-être en particulier. Et on a besoin de retrouver confiance. Et le travail du Parlement, c'est de faire en sorte qu'au terme de ces auditions, nous puissions, nous élus, garantir aux citoyens de tous les pays européens qu'ils peuvent avoir confiance. Et ça n'était pas le cas. Et je crois qu'il n'y a là aucune espèce de règlement de compte politique, ni de tactique politicienne. Ce sont des sujets trop sérieux pour qu'on les traite de cette manière-là. Nous avons fait notre travail comme il le fallait, et je trouve assez indigne les procès que nous avons à subir, parlementaires européens, depuis quelques heures, depuis quelques jours, pour les questions que nous avons posées. Nous n'avons pas attaqué Madame Goulard, nous lui avons posé des questions, et nous n'avons pas eu les réponses dont nous avions besoin pour confirmer François-Xavier Bellamy, s'il n'y a jamais de procès dans l'affaire des assistants des eurodéputés Modem, ou s'il y a procès et qu'il n'est pas condamné, jamais condamné, est-ce que ça n'est pas injuste, la sanction qui lui est infligée? D'abord, la première chose, c'est que ça n'est pas une sanction. Je l'ai dit à plusieurs reprises en m'adressant à Madame Goulard, nous ne sommes pas des juges, nous n'étions pas là pour juger. Mais quand vous avez, au moment où vous candidatez, à répondre à 2 enquêtes, une au Parlement européen, une enquête de l'OLAF, et une en France auprès de la justice française, il est difficile de commencer votre mandat en toute sérénité. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que Madame Goulard elle-même avait choisi de démissionner en France. C'était son propre choix. Il y a 2 ans, en 2017, elle avait quitté le ministère de la Défense en disant que, étant l'objet d'une enquête, elle ne pouvait plus exercer son mandat avec une parfaite sérénité. Et cette décision-là, je ne comprends pas pourquoi elle ne s'est pas appliquée aussi au niveau européen. Je veux dire que ça a été très mal vécu par beaucoup de nos collègues. Aujourd'hui, Emmanuel Macron semble expliquer qu'il ne comprend pas ce qui est arrivé, mais c'est pourtant très compréhensible. Et ça n'est pas faute d'avoir alerté au cours des dernières semaines sur la manière dont cette nomination a été perçue. Comment quelqu'un qui n'est pas légitime ou qui ne peut pas exercer un mandat de ministre à Paris pourrait exercer une fonction de commissaire à Bruxelles? Ce serait un signe, au fond, de double standard, de 2 poids 2 mesures qui ne pouvaient pas être compris. Alors vous disiez il y a quelques instants que les réactions du groupe majoritaire En Marche ou du gouvernement vous semblait inapproprié. Il y a Stéphane Séjourné, par exemple, qui vous accuse de faire de la politique politicienne. Il y a Jean-Yves Le Drian, hier. Le Parlement européen a mieux à faire que des opérations politiciennes. Il y a également Emmanuel Macron qui a réagi en se posant en victime d'un jeu politique qui lui aurait échappé. Regardez. Et moi, j'aime que quand les engagements sont pris, ils soient tenus, comme ici. Voilà. Moi, je me suis battu pour un portefeuille, j'ai soumis 3 noms. On m'a dit, votre nom est formidable, on le prend, et puis à la fin, on me dit, finalement, on n'en veut plus. Les mêmes. Donc il faut qu'on m'explique. Comment vous jugez cette réaction, François-Xavier Bellamy? D'abord, elle est très symptomatique. Emmanuel Macron dit « je ne comprends pas ».
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour lui, au fond, les institutions européennes sont des exécutants qui devraient obéir au doigt et à l'œil. Il dit, je ne comprends pas comme quelqu'un qui serait mécontent qu'on n'ait pas suivi sa décision. Emmanuel Macron est un chef d'État, et c'est le chef d'État de notre pays. Évidemment, nous attendons une nomination pour un nouveau commissaire européen et nous travaillerons avec ce commissaire que nommera Emmanuel Macron. Il n'y a de notre part aucune espèce de sectarisme. Mais enfin, nous ne sommes pas là pour exécuter aveuglément les décisions de M. Macron. Et c'est tout à fait incroyable, au fond, que Emmanuel Macron ne soit pas conscient que l'indépendance du Parlement européen, c'est le cœur de la démocratie au sein des institutions européennes. C'est ça qu'il n'a pas compris. C'est ça. S'il a raté quelque chose, Emmanuel Macron, dans cette affaire, c'est quoi? C'est ça? Et au fond, il n'a pas compris que le Parlement européen, on ne pouvait pas finalement passer par-dessus. Eh bien, qu'on ne pouvait pas en disposer comme s'il était un organe exécutant de la volonté de l'exécutif. Et d'autre part, il y a là une espèce d'inélégance assez incroyable. Je veux dire par là que nous n'avons pas, contrairement à ce que nous reproche la majorité, cherché à faire une victime pour nous venger d'Emmanuel Macron. Tout ça est absurde. Les questions qui se posaient à Sylvie Goulard sont des questions évidentes et tout le monde se les pose. Et la meilleure preuve d'ailleurs de cela, c'est que nous sommes une toute petite minorité de Français dans la commission qui a voté et pourtant cette commission a voté massivement contre la candidature de Sylvie Goulard, ce qui est bien le signe que ça n'est pas un jeu franco-français. Mais enfin, quand même... il faudrait qu'Emmanuel Macron accepte de répondre avec un peu plus d'humilité au message qui est adressé aujourd'hui. Deux autres États ont vu un candidat révoqué. Ils n'en ont pas fait une montagne. Ils ont, comme la procédure l'exige, désigné un nouveau commissaire. C'est ce que nous attendons d'Emmanuel Macron. Il est incroyable qu'aujourd'hui, de manière très inélégante, il cherche à renvoyer la faute sur des négociations entre les présidents de groupe que chaque président de groupe a depuis démenti, ou bien sur la présidente de la Commission européenne qui n'a pas besoin qu'on jette sur elle la responsabilité du choix qui appartenait entièrement au président de la République. Inélégance, dites-vous? Une forme d'arrogance française. Il n'y avait pas quand même un petit parfum de revanche quand même politicienne, notamment au sein de votre groupe, le PPE, dont le président Manfred Weber avait été lui-même récusé entre guillemets par Emmanuel Macron. Il n'y avait pas un peu de ça? D'abord, je dois dire que vraiment tout au long de ce processus, j'ai été très impressionné, au contraire, par la rigueur avec laquelle Manfred Weber et le PPE ont fait le travail que nous avions à mener comme parlementaires européens. À aucun moment, nous ne sommes entrés dans une stratégie d'agression. D'ailleurs, chacun pourra le constater, les questions que nous avons posées à Mme Goulard n'étaient pas agressives. Nous lui avons donné l'occasion d'apporter ces réponses pour permettre de garantir cette transparence dont, encore une fois, nous étions les garants auprès de nos électeurs. On a dit que vous aviez une forme d'agressivité à son égard pendant les auditions. Moi, je crois que personne ne l'a dit, non. D'ailleurs, il suffit, chacun pourra le regarder, ces vidéos sont publiques, de les écouter, offensif, de les regarder. Mais pas agressif. Je me suis contenté de demander d'ailleurs à Mme Goulard, en citant ses propres mots, pourquoi elle ne s'appliquait pas au plan européen la règle qu'elle s'était donnée au plan national. Je ne crois pas que citer Sylvie Goulard à Sylvie Goulard ait été agressif, c'était simplement une manière de tenter de comprendre. Et malheureusement, c'est nous qui n'avons pas pu comprendre pourquoi cette nomination semblait possible alors que son mandat de ministre ne pouvait continuer en France. Encore un petit mot, ce portefeuille auquel elle était destinée est énorme. C'est le marché intérieur, c'est l'industrie, la défense, l'espace, le numérique, la culture. Est-ce qu'il faut le découper ? Est-ce qu'il faut réduire son périmètre pour pouvoir trouver quelqu'un quand même capable d'assumer ses fonctions? Ça va être très compliqué, hein. Ça n'est pas mon sentiment. Je crois que le choix qui a été fait par la présidente de la Commission, qui est un choix ambitieux, consiste à redistribuer les fonctions des commissaires, non pas d'abord à partir de grands segments de l'action politique, mais à partir de projets ou de stratégies à mener qui sont des stratégies transversales. Et ça a un vrai sens. Évidemment, ça suppose d'avoir quelqu'un qui ait les épaules pour porter ça. Ça suppose d'avoir quelqu'un aussi qui puisse se consacrer à cette tâche. Et c'était le sens de l'inquiétude de beaucoup de nos collègues. Au fond, la grande difficulté dans le cas de Sylvie Goulard, c'est est-ce qu'elle aurait pu mener cette tâche de front avec... On sait que le jour même de la nomination de la commission, elle était convoquée par le juge. Si elle avait dû faire face aux étapes d'un processus judiciaire, quelle qu'ait été son innocence ou sa culpabilité, dans tous les cas, ça aurait été un fardeau complexe à gérer. Et puis, ce problème d'indépendance qui était majeur. Moi, je vais m'occuper pour la commission de l'industrie du Fonds européen de défense, qui est un sujet fondamental pour notre autonomie stratégique dans les années à venir. On sait très bien que nos amis américains n'ont pas du tout la même vision que nous de la manière dont doit se construire l'Europe de la défense. Ce sont nos amis, ce sont nos alliés, mais ce ne sont pas nos suzerains. Et nous devons pouvoir conduire nos politiques en toute indépendance. Cette indépendance n'était pas absolument garantie. La conclusion, pour finir sur ce chapitre, il vaut mieux quelqu'un qui n'est pas forcément ultra compétent, mais qui n'a aucune zone d'ombre sur son CV, qu'une personnalité qui est respectée, jugée compétente,
mais qui a justement ces zones d'ombre sur son CV? Mais je ne doute pas une seule seconde que nous avons en France des gens qui sont compétents et qui n'ont pas de zone d'ombre sur leur CV. Vous avez un nom en tête? C'est la responsabilité du président de la République de désigner un commissaire. Je ne voudrais surtout pas m'arroger cette responsabilité, mais je suis absolument certain. Et d'ailleurs, c'est aussi un sujet d'étonnement pour moi, je dois le dire très simplement. Emmanuel Macron a été élu en 2017. Il savait qu'en 2019 viendrait ce renouvellement du collège des commissaires. Il avait donc 2 ans pour trouver quelqu'un et pour nommer quelqu'un. Et on a le sentiment, je ne suis pas le seul à partager cette impression, que, au fond, Emmanuel Macron a comme une difficulté de ressources humaines. Il y a en France quand même largement assez de talent, j'en suis sûr, pour que le président de la République puisse désigner quelqu'un qui à la fois aura la compétence nécessaire et qui en même temps sera parfaitement libre d'exercer sa fonction avec une complète sérénité. François-Xavier Bellamy, les Turcs ont lancé une offensive militaire au nord de la Syrie pour atteindre les Kurdes, qui, par ailleurs, était du côté des alliés dans la lutte contre Daesh. Condamnation virulente, quasi unanime. Comment aller plus loin? Que faire de plus qu'une condamnation orale? Il faut absolument que la diplomatie française, je pense qu'il y a un vrai consensus sur ce sujet aujourd'hui, puisse agir, et je pense notamment à travers l'ONU, mais aussi que l'Union européenne puisse réagir parce que ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement grave. Mais comment? C'est très grave d'abord parce que nous sommes en train de commettre une injustice incroyable envers les Kurdes, qui effectivement ont payé plus qu'aucun autre peuple, plus que personne, pour la victoire contre l'État islamique, et donc pour notre sécurité et pour la lutte contre le terrorisme islamiste. Mais c'est aussi très grave parce que c'est le signal que l'Occident donne une fois de plus que nous finissons toujours par abandonner ceux qui nous ont soutenus. Et ce message-là... Pourquoi une fois de plus? Parce que malheureusement, c'est un signal qui a déjà été passé trop de fois dans des renoncements passés de notre monde occidental qui finit souvent par, de manière très oublieuse finalement, par abandonner ceux qui l'avaient soutenu. Je crois que dans ce cas précis, se joue quelque chose de notre crédibilité aussi. Nous avons travaillé avec les Kurdes, nous les avons soutenus, une fois de plus parce que je pense, par exemple, le cas pourra paraître différent, mais au fond c'est du même message qu'il s'agit. Je pense à ces interprètes afghans qui ont travaillé pour les alliés en Afghanistan, qui ont travaillé pour la France et qui aujourd'hui sont, pour certains d'entre eux, abandonnés, à qui nous refusons un visa, alors que eux, pour le coup, mériteraient tellement d'obtenir l'asile en France. Ce sont des messages qui passent aussi dans des régions du monde où nous avons besoin de reconstruire la confiance. Vous irez manifester demain, place du Trocadéro? Il y a un appel à manifester à l'appel de l'Institut kurde de Paris. Je ne savais pas qu'il y avait cet appel à manifester, je vais regarder de près, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai tout pour que, notamment dans les institutions européennes où je suis aujourd'hui engagé, nous puissions agir de façon forte. Mais je crois qu'il faut que la diplomatie européenne, alors la difficulté c'est que la Commission européenne est dans une phase de transition, mais il faut que la diplomatie européenne réagisse vigoureusement. Et je crois qu'on a surtout besoin que le président de la République porte notre parole dans les instances de l'ONU, au Conseil de sécurité, pour que nous puissions empêcher ce qui est en train de se produire aujourd'hui, et qui risque d'ailleurs de déstabiliser la région une nouvelle fois de manière dramatique. Donc vous appelez Emmanuel Macron à prendre une initiative auprès des Nations Unies? Je pense que c'est nécessaire parce que, enfin, il a pour le coup déjà émis ce message et nous sommes sur ce point dans un accord absolu. Il est absolument indispensable que nous puissions faire en sorte d'éviter cet engrenage qui semble se dessiner sous nos yeux. La transition n'est pas, je vous l'accorde, extrêmement appropriée, mais en revanche, samedi dernier, vous étiez dans une manifestation. Sauf erreur. Manifestation anti-PMA, 75 000 personnes ont défilé dans les rues, d'après le cabinet indépendant en l'occurrence. Vous êtes résigné au fait que cette loi autorisant la PMA pour toutes soit votée en France? Non, je pense qu'il faut que les Français se rendent compte de ce qui est en train de se jouer. D'ailleurs, cette loi ne fait pas qu'autoriser la PMA, c'est une loi de bioéthique. Et le débat parlementaire vient de s'achever à l'Assemblée nationale. Il va maintenant connaître une nouvelle étape au Sénat. Il me semble qu'on peut faire un premier bilan après les débats qui ont eu lieu en commission et puis dans l'hémicycle. Et je crois que tous les Français qui nous écoutent, quelle que soit a priori leur position sur le sujet, devraient se renseigner sur la nature de ces débats et sur ce qui s'est passé. Parce qu'on voit bien dans ces débats que... Et si la loi a été votée, pardon, elle va aller au Sénat, effectivement, elle va achever son parcours parlementaire. Quelle suite pouvez-vous donner? Surtout, est-ce qu'il faudra revenir sur cette loi et sur cet article sur la PMA pour toutes si la droite revenait au pouvoir? Je crois que nous sommes en train de rentrer dans une logique qui, effectivement, pose un problème majeur. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Cette logique, c'est celle qui consiste, au fond, à
manipuler le vivant pour qu'il puisse répondre à des désirs qui en eux-mêmes sont légitimes, bien sûr, mais qui, me semble-t-il, ne doivent pas tout autoriser. Et on a vu dans ce débat, pardonnez-moi de le dire, c'est très important, on a vu dans ce débat que tout ce que nous avions esquissé est déjà en train de se dessiner concrètement. Et je pense notamment à la perspective d'une forme d'eugénisme. On a vu des débats très approfondis, et d'ailleurs de grande qualité, sur la question du diagnostic préimplantatoire, où des parlementaires de tous bords, y compris des députés En Marche, ont tiré le signal d'alarme en montrant que, à la faveur de cette technicisation de la procréation, nous sommes en train d'aller vers le rêve, par exemple, vers le rêve du bébé parfait, vers le fait que... François-Xavier Bellamy, mais c'est très important de l'expliquer. Et compte tenu de ça, bien sûr... Vous avez déjà eu l'occasion de l'expliquer. Est-ce qu'il faudrait revenir? Oui, vous dites oui, il faudrait revenir sur cette loi. Moi, je crois que nous sommes en train de rentrer dans une logique catastrophique et que oui, il faudrait abandonner cette logique pour revenir, au fond, à cette espèce de réconciliation nécessaire avec ce qui fait notre condition humaine, avec ses imperfections. Parce que c'est vrai que, par exemple, le mariage pour tous, qui avait été très combattu aussi par vos Mais c'est réversible, pardon, je me permets de revenir sur l'expression que vous avez employée, c'est réversible. La question est celle de la prise de conscience dont nous avons besoin. Regardez la question écologique. Pendant très longtemps, la modernité, ça a été l'agriculture intensive, ça a été les pesticides, la modernité, ça a été l'industrialisation de la filière agro-industrielle. Et aujourd'hui, on découvre qu'en réalité, on a peut-être été trop loin et qu'il faut revenir à des techniques de culture qui ont été abandonnées. Je ne dis pas que c'est pas une question d'aller de l'avant ou de revenir en arrière. La question, c'est qu'est-ce qui est un vrai progrès et qu'est-ce qui est vraiment bon pour une société, qu'est-ce qui est vraiment bon pour l'humain. Et je crois que oui, nous sommes en train d'aller vers un faux progrès et qu'il faudra... Je dis ça, François-Xavier Bellamy, parce que il y avait des arguments qui étaient comparables pour le mariage pour tous, à droite, et finalement François Fillon, qui était votre candidat à la présidentielle en 2017, avait admis qu'il ne reviendrait pas sur cette loi. François Fillon, ça ne vous a pas échappé, qui fait un retour dans le débat politique. Il dit « Quand j'étais ministre des Affaires sociales, j'ai fait une réforme des retraites, j'ai mis 2,5 millions de personnes dans la rue. Macron, c'est un petit joueur à côté. » Est-ce que c'est une comparaison appropriée ? En tout cas, ce qui est frappant, c'est que la tension sociale qui traverse notre pays n'est pas liée aux réformes courageuses dont nous aurions besoin. Quand les Gilets jaunes sont sortis dans la rue pour dire leur colère, c'était non pas à cause d'une réforme courageuse qui nous aurait permis de garantir notre avenir, c'était à cause d'une énième hausse de taxes sur les carburants. Et je crois qu'au fond, la vraie comparaison, c'est que ce quinquennat réussit à produire à la fois une tension très profonde dans le corps social français, des crispations très vives, on le voit tous les jours, et en même temps, et ça c'est le en même temps fatidique, il ne se passe rien de très substantiel sur le front des réformes pourtant nécessaires, dont nous avons pourtant besoin pour regarder notre avenir avec plus de confiance. Et je crois qu'au fond, c'est peut-être le drame de ces 2 premières années, il est temps de se ressaisir, et il est temps de faire enfin en sorte que, en apaisant les discussions, on puisse prendre des décisions. C'est, je crois, les 2 directions vers lesquelles il faudrait s'orienter aujourd'hui. François-Xavier Bellamy, vous êtes un homme politique? Ça y est? Mais nous sommes tous engagés en politique comme citoyens. Je vous dis ça parce qu'on se demande si vous allez prendre vos responsabilités ou si vous ne faites que passer finalement dans ce monde politique. Vous êtes un universitaire, vous faites un passage je suis modestement un professeur du secondaire, mais oui, non, évidemment que je prends mes responsabilités. Je me suis présenté devant les Français. Près de 2 millions d'électeurs nous ont accordé leur confiance. Par exemple, vous ne dites pas pour qui vous allez voter à la présidence. Je m'engage à fond dans ce mandat européen, comme chacun aura pu le voir, pour mériter la confiance des électeurs. Par exemple, vous ne dites pas pour la présidence LR. On se dit, il ne prend pas ses responsabilités. Il est un peu dedans, un peu dehors. C'est d'abord nécessaire parce que c'est une tradition dans notre famille politique que tous ceux qui sont présidents d'un groupe parlementaire ou d'une institution parlementaire ne prennent pas position dans un débat interne. Bruno Retailleau, Gérard Larcher n'ont pas pris position eux non plus. Vous ne leur reprocherez pas de ne pas faire de politique, je crois. Non, mais on leur pose la même question et on se dit, c'est dommage de ne pas connaître leur choix. Et deuxièmement, je l'ai déjà dit, pour le coup, je me suis déjà exprimé à de nombreuses reprises. J'ai des liens forts avec chacun des 3 candidats. Je suis absolument certain que ce débat qui a été de qualité permettra d'aboutir à un cap. Parce que Christian Jacob, vous avez apporté son soutien à lui. Mais oui, mais comme Guillaume Larrivé, comme Julien Aubert, et c'est la raison pour laquelle c'était difficile pour moi de départager entre les 3. Mais encore une fois, j'ai de l'estime pour chacun d'entre eux. Et ça ne veut pas dire que je ne m'engage pas. Au contraire, je m'engage d'abord là où je suis attendu, c'est-à-dire dans l'action concrète au Parlement européen pour faire entendre la voix de la France dans des débats aussi importants que ceux qu'on a évoqués aujourd'hui. Et c'est celle-là, votre ambition aujourd'hui en politique? Être utile, c'est la seule ambition qui compte de toute façon. Bon anniversaire!
Merci beaucoup, On est le 11 c'est très octobre, gentil. c'est votre anniversaire. Merci infiniment. Merci à vous d'avoir été ce matin sur Merci LCI. beaucoup. C'est à vous, Pascal. Alors moi, c'est mardi prochain, Elisabeth. Je dis ça,